Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. C'est un grand plaisir évidemment pour moi de venir parler avec vous et de vous donner le point de vue de l'anesthésiste réanimateur et chef de bloc opératoire que je suis. Vous montrer finalement comment le médecin essaye de discuter, fait plus qu'essayer, discute avec le gestionnaire, avec la pharmacie, challenge un peu les données de facturation et essaye de son côté de questionner sa pratique pour l'améliorer. Je suppose que les diapositives vont apparaître. Voilà, ouais, merci. Alors rapidement, mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce sont des choses que vous connaissez, c'est simplement pour vous donner le point de vue du médecin qui cherche à obtenir des indicateurs de processus, de structure et d'outcome. Évidemment que le médecin aimerait bien avoir uniquement des indicateurs d'outcome et sur base de ça être capable d'améliorer sa pratique. Maintenant, c'est évident que les interactions qui existent entre ces différents indicateurs le poussent à croire qu'en améliorant un processus, on peut améliorer l'outcome, c'est évident. Et puis il y a différentes dimensions là-dedans dont on a parlé tout à l'heure, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Mais ce que je veux faire passer, c'est que l'interaction qui existe entre ces différents domaines et ces différentes dimensions est évidemment fondamentale dans ce type de processus. Alors pour l'anesthésiste réanimateur, on présente souvent quelques indicateurs de qualité qu'on propose comme relativement spécifiques de sa pratique. Je dis relativement parce qu'en réalité, aucun de ces indicateurs n'est tout à fait spécifique de la pratique ou de la technique que l'anesthésiste réanimateur utilise lors d'une chirurgie. Malgré tout, on peut tirer de ces indicateurs-ci des informations qui permettent de modifier la pratique. Alors, je vais m'arrêter sur un indicateur en particulier et illustrer l'utilisation qu'on peut en faire dans un hôpital comme les cliniques Saint-Luc à Bruxelles, qui sont les nausées et vomissements post-opératoires, qui sont une complication relativement fréquente. On considère que quasiment un tiers des patients après une chirurgie et une anesthésie pour cette chirurgie-là vont présenter des nausées et ou des vomissements en post-opératoire. Et ça représente un problème, en particulier en chirurgie ambulatoire, où on va vouloir éviter un maximum ces nausées et vomissements, non seulement pour le confort du patient, mais pour lui permettre de déambuler rapidement, de sortir de l'hôpital dans des conditions de confort acceptables. Alors, on peut utiliser comme indicateur d'outcome, quand on parle de nausées et vomissements post-opératoires, l'incidence ou le besoin d'antiémétiques en post-opératoire, le nombre de fois qu'on a dû prescrire et administrer une médication contre les nausées et les vomissements. Ça, c'est un indicateur d'outcome. On peut aussi utiliser un indicateur de processus qui est la prévention pharmacologique des nausées et vomissements post-opératoires, c'est-à-dire en amont, le fait d'anticiper la survenue de ces nausées est possible et on a des stratégies qui nous permettent d'éviter un maximum plutôt que d'arriver une fois que le problème s'est installé. Alors, on a fait une méta-analyse dont je vais vous présenter brièvement quelques résultats, mais qui permet de montrer qu'effectivement, on a des molécules qui permettent d'améliorer ici, avec la clonidine, la qualité de l'analgésie post-opératoire en réduisant la consommation d'antalgiques. Alors pourquoi c'est important? Parce que le chef de file des antalgiques en post-opératoire reste la morphine. Si on réduit les consommations de morphinique, effectivement, quand on administre de la clonidine en périopératoire, on diminue l'incidence de nausées et vomissements en post-opératoire. Alors, il n'y a pas évidemment que la clonidine. Aux cliniques Saint-Luc, on a tendance à faire une anesthésie intraveineuse qui vise à faire diminuer l'incidence de nausées et vomissements post-opératoire en associant clonidine et propofol. On a en anesthésie deux manières d'entretenir la narcose, de maintenir les patients endormis, soit avec du propofol en infusion continue, soit ce qui se fait dans l'immense majorité des cas dans le monde avec des gaz halogénés, comme par exemple du sévoflurane. Le propofol, effectivement, la diapositive est relativement peu lisible, mais dans cette méta-analyse, vous voyez que l'incidence des nausées et vomissements est clairement diminuée dans les essais cliniques quand on compare une anesthésie qui est entretenue avec des gaz halogénés par rapport à une anesthésie qui est entretenue avec du propofol. Donc on a clairement des techniques qui nous permettent
de diminuer l'incidence des nausées et vomissements post-opératoires. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas tout le temps et pourquoi est-ce que je dis que la majorité des anesthésies dans le monde sont entretenues avec des gaz halogénés? Un des problèmes, si pas le problème principal, c'est le coût. Et cette même méta-analyse publiée en 2014 disait, rapportait un surcoût en livres sterling de l'ordre de 5 à 10 livres sterling par patient, ce qui représente un surcoût non négligeable. Si on reporte ça à un hôpital de taille moyenne, mettons 20 000 chirurgies par an, ça va représenter 100 000 à 200 000 livres sterling de surcoût, ce qui n'est pas négligeable. Donc un surcoût, une anesthésie qui est finalement plus chère. Alors à ce moment-là, le médecin anesthésiste se dit oui, mais les techniques d'anesthésie, j'ai parlé du propofol, j'ai parlé de la clonidine. La clonidine permet de réduire l'utilisation de morphinique, d'améliorer, de réduire l'incidence de nausées et vomissements. Et dans la littérature, on se rend compte que ça ne permet pas seulement de réduire l'utilisation de morphinique, mais aussi de propofol. Donc on peut avoir des techniques qui finalement permettent l'épargne de certains produits coûteux, qui finalement pourraient permettre non seulement d'améliorer la qualité, mais aussi de réduire les coûts. C'est vrai dans la littérature, dans toute une série d'études. Et le médecin se retourne à ce moment-là vers la pharmacie, vers le gestionnaire, essaye d'avoir des données de facturation. Et je reprends ici DRG 263, cholécystectomie laparoscopique. Et donc dans notre hôpital, 260 cholécystectomies laparoscopiques réalisées en 2014. Et vous voyez qu'une majorité des patients finalement reçoivent du propofol en infusion continue, certains des gaz halogénés, en particulier du sévoflurane, certains une association des deux. C'est comme ça que vous voyez que le nombre total est inférieur à la somme des nombres de patients qui sont détaillés plus bas. Et on se compare à un panel d'hôpitaux belges présenté dans la troisième colonne. On se rend compte, et c'était attendu, que les patients qui reçoivent du propofol en euros représentent un coût plus important que dans le panel auquel on se compare. Et c'est normal, puisque dans le panel auquel on se compare, la plupart des patients ne reçoivent pas d'infusion continue de propofol, mais seulement une dose à l'induction de l'anesthésie. C'est normal donc qu'il y ait un surcoût de quelques euros. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que les patients qui reçoivent des halogénés reçoivent en quantité ou en tout cas en nombre de coûts, enfin en nombre d'euros, beaucoup plus que la moyenne du comparatif, et pas un petit peu, puisque c'est quasiment de l'ordre de 10 euros. Donc le coût observé dans le groupe autre anesthésique, donc j'entends par là les gaz halogénés, est de l'ordre de dans le groupe autre anesthésique, donc le propofol intraveineux en infusion continue, 8,48 € par patient, comparé au coût dans le groupe halogéné, un peu plus de 21 € par patient. Le surcoût est donc de l'ordre de 13 €. Alors on pourrait dire c'est très bien, mais si on s'arrête à ces données-là, on va finalement être très incomplet, et il faut avoir, dans la mesure du possible, l'idée la plus globale possible du coût de la prise en charge, y compris de la durée en salle de réveil, en salle de soins post-anesthésiques. On est rassuré, là on se rend compte que les coûts, ou les durées en tout cas de séjour, sont identiques. Et mes collègues me disent à juste titre, oui, c'est très bien, mais les nausées, vomissements, si on fait abstraction du coût, on peut les prévenir autrement qu'en utilisant du propofol. Il n'y a pas que cette intervention pharmacologique-là possible pour améliorer la qualité. Et c'est vrai, on a des recommandations d'anesthésie qui nous font choisir une technique ou l'autre d'anesthésie. La première chose, c'est d'évaluer les risques de base. Certains patients sont plus à risque de développer des nausées et vomissements post-opératoires. Et puis les patients qui sont à risque et d'autant plus élevé est ce risque doivent bénéficier de prévention, de stratégies de prévention spécifiques des nausées et vomissements post-opératoires. Alors une de ces stratégies de prévention va être l'utilisation de propofol pour l'anesthésie. C'est la première qui est détaillée ici. Et puis on a d'autres stratégies possibles de prévention, le dropéridol ou déhydrobenspéridol et les corticoïdes
ici la dexaméthasone, sont des stratégies de prévention possibles. Et dans l'article, on parle aussi de la clonidine dont je vous ai parlé plus tôt. Alors, si on reporte ces coûts maintenant dans les coûts globaux que je vous ai présentés, et si on compare le coût propofol plus clonidine autour de 10 € par patient, ou halogéné plus dihydrobenspéridol et dexaméthasone, on se retrouve finalement de façon contre-intuitive et un peu contradictoire par rapport à ce que je vous avais présenté au départ en disant le propofol représente un surcoût non négligeable, 5 à 10 livres sterling, nous disait la méta-analyse britannique. On se retrouve ici dans des coûts qui sont de l'ordre de 20 € par patient. Tout ça pour dire que réduire les coûts en améliorant la qualité, c'est possible. On peut facilement établir et appliquer des stratégies de prévention des nausées, vomissements, dans ce cas-ci en anesthésie, finalement en réduisant les coûts. Et réduire les coûts n'était pas quelque chose qui était recherché quand on a établi ces stratégies de prévention et que la majorité de mes collègues utilisent du propofol en infusion continue. Mais finalement, on s'attendait plutôt à voir où on craignait un surcoût, alors qu'en collaborant avec les différents métiers, et en particulier avec la pharmacie et avec les gestionnaires, on s'est rendu compte que la collecte des indicateurs, le questionnement de nos pratiques et au travers ici l'utilisation des DRG nous permet non seulement d'être assurés, mais de continuer à améliorer la pratique et les soins aux patients. Je vous remercie.